Frédéric Ancel, bonjour. Bonjour. Nous sommes très contents, bonjour à tous. On est très contents de vous retrouver pour Zoom, ce nouveau Zoom qui dit confinement, évidemment, dit du contenu en live sur Facebook avec l'UEJF. Évidemment, vous ne devez vous aussi parler que de ça. On ne parle que de ça depuis plusieurs jours maintenant. Combien de voix en Géorgie, combien de voix en Pennsylvanie. C'est évidemment ce comptage des voix des élections américaines entre Trump et Biden. On a l'impression de vivre un moment complètement fou. Les Américains ont voté. On ne sait toujours pas qui va être le prochain président des États-Unis. Et ça a beaucoup de conséquences, évidemment, dans la place des États-Unis dans le monde. Et c'est ça, peut-être, qu'on aurait aimé, sur lequel on aurait aimé avoir un éclairage. Et la meilleure personne pour faire ça, évidemment, c'est Frédéric Ancel. Frédéric Ancel, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Frédéric, tu es donc géopolitologue, professeur à Sciences Po Paris, à PSB également, éminent spécialiste des questions géopolitiques. Merci beaucoup d'avoir accepté. Déjà, voilà, quelle est de façon générale peut-être d'abord ta vision, ce que tu penses comme ça à brûle pour point de ce qui se passe aux États-Unis? Je pense qu'on est dans l'émotion, dans un moment certes particulier. C'est évidemment la première puissance mondiale et de loin. On est tous plus ou moins proches des États-Unis, soit d'un point de vue philosophique, démocratique bien sûr, parfois biographique, sentimental, bref. Ça nous touche, ça nous concerne. Mais je suis de ceux qui tentent toujours de remettre en perspective et en relief les événements. La raison pour laquelle j'ai parlé d'émotion. On est dans l'émotion, donc on se dit, mais décidément, l'image des États-Unis va être très durablement écornée. La démocratie américaine en prend pour son grade. Le fameux soft power américain qui se fonde, pas seulement, mais entre autres, sur le caractère très démocratique du pays, la longévité exceptionnelle de sa constitution, etc. Tout cela est aujourd'hui cassé. Moi, je pense que c'est faux. Je pense que c'est exactement le contraire. Je veux dire par là qu'on va regarder la bouteille à moitié pleine et on va se dire, parce que c'est une certitude, si les institutions tiennent, et elles vont tenir, que début décembre, les grands électeurs vont se réunir et ils vont voter, enfin oui, ils vont désigner le prochain président. Et le 21 janvier prochain, il y aura un président. Et il sera incontestable, quelles que soient les diatribes du perdant. Et le perdant, mathématiquement, ça ne peut pas, ça ne peut plus être quelqu'un d'autre que Trump. Bon, alors il pourra toujours continuer à hurler à la fraude, mais la Cour suprême aura tenu, la Constitution aura tenu, les gouverneurs auront tenu bon, les médias, les grands médias, y compris d'ailleurs certains de droite, tu as bien vu comment fonctionnait Fox News de manière beaucoup plus tempérée que ce qu'on aurait pu attendre ces derniers jours, auront tenu bon. Et j'ajoute un point très important, très très important. Euh, le nombre de votants est sans précédent depuis 1900, sans précédent, sans précédent. On s'achemine vers les 66-67% de suffrages exprimés, enfin, je veux dire d'électeurs qui se sont déplacés. D'habitude, à chaque élection, on tourne autour de 50. Bah, si ça, ce n'est pas de la vitalité démocratique, je ne sais pas ce que c'est. J'ajoute un point important. On a déjà vécu dans une certaine mesure, un suspense de ce type-là, avec d'ailleurs les mêmes questionnements à certains égards. C'était évidemment en 2000, lorsque finalement la Cour suprême a dit, la Cour suprême des États-Unis, à l'époque, n'a pas dit d'ailleurs, contrairement aux souvenirs erronés de certains observateurs, n'a pas dit voilà, M. Trump, c'est le président contre Al Gore. Non, la Cour suprême n'a jamais dit ça. C'est pas du tout ce ne sont pas dans ses prérogatives de faire ça. La Cour suprême a dit là maintenant, on arrête le recomptage le énième recomptage dans cet État. C'était à l'époque la Floride, mais ça ne concernait qu'un seul État. Et surtout, aucun des deux candidats, et certainement pas le futur finalement vainqueur Bush, mais Al Gore non plus, aucun des deux candidats n'avait finalement contesté comment dirais-je, la validation finalement du scrutin. Et plus encore, aucun de ces deux candidats, des mois et des semaines avant le vote officiel, n'avait annoncé, comme l'a fait Trump cette fois-ci, si je perds, c'est qu'il y a eu fraude. Autrement dit, je pense qu'aujourd'hui, si l'image
de la démocratie ou du fonctionnement démocratique américain, et encore, le vote, le scrutin sincère et transparent, en principe dans toute démocratie qui se respecte, notamment à la présidentielle, n'est que l'expression ultime de la démocratie. La démocratie américaine, elle fonctionne au quotidien. Okay. Donc, je te dirais que aujourd'hui, on est dans une phase d'émotion, notamment du fait de l'effritement ou du non-respect de l'esprit, ça c'est sûr, et peut-être même de la lettre de la démocratie par l'un des deux candidats. Ça, c'est vrai. Et je pense que c'est problématique. Et malheureusement, ça, effectivement, ça restera. Et j'ai même envie de dire que du point de vue de la société américaine, on a affaire à un durcissement ou une brutalisation à la fois de la rhétorique, des outrances discursives dans le giron politique, etc. Mais les États-Unis existent maintenant depuis pratiquement 250 ans. Donc, on a affaire, me semble-t-il, quand même davantage à un épiphénomène qu'à un véritable bouleversement catastrophique. Voilà. Je le dis un peu comme ça pour essayer de faire non pas pour faire le malin en prenant le contre-pied de ce qui se dit depuis quelques jours et que je partage de manière générale, l'inquiétude et le constat d'un certain nombre d'observateurs. Mais replaçons toujours les faits, et celui-ci notamment, dans un contexte, dans une perspective beaucoup plus large. Alors, effectivement, et alors peut-être que moi j'ai une autre question qui est celle de savoir, alors les instituts de sondage se sont une nouvelle fois quand même largement trompés en prédisant une victoire de Biden écrasante. Les médias américains et d'ailleurs européens, on le sent, penchent d'un côté de la balance. Donc il y a encore, et ça je trouve ça assez extraordinaire, alors que Trump est pourtant président des États-Unis, quelque chose où on sent que il y a le candidat anti-système, etc., etc. Est-ce que le fait que Trump, même s'il perd au final, même s'il n'est pas le futur président le futur président des États-Unis, qu'il ait réussi comme ça à se maintenir, est-ce que ça va donner des ailes dans le monde entier aux leaders, on ne sait plus comment trop les appeler, nationalistes, populistes, anti-système, je ne sais pas comment tu préfères les appeler toi, mais en tout cas, voilà, on pense le Rassemblement national, on pense à beaucoup de monde, en tout cas. Est-ce que c'est dans tous les cas une victoire qui va donner des ailes à ce camp-là qui est inquiétant, évidemment, dans l'équilibre du monde? Non, parce que ce camp-là, que je veux bien avec toi appeler national-populiste, qui traverse effectivement une grande partie du monde, y compris le monde occidental. Les ailes, il les a déjà. Alors maintenant que ça conforte ici M. Poutine, que ça conforte ici peut-être M. Bolsonaro, que ça conforte peut-être, disons pas tout le monde d'ailleurs au Rassemblement national. On a vu ce matin les sondages indiquant que les 3/4 des sympathisants du Rassemblement national, alors pas les chefs qui effectivement globalement sont plutôt, voire très pro-Trump, mais pas nécessairement la majorité des sympathisants du Rassemblement national. C'est intéressant d'ailleurs. Donc que le pouvoir polonais aujourd'hui et d'autres pouvoirs se satisfassent de ce qu'on va appeler le Trumpisme. On va appeler ça comme ça, c'est-à-dire une nouvelle mouture du Parti républicain. Le Parti républicain aux États-Unis, aujourd'hui, il est méconnaissable. Ce n'est plus le Parti républicain ultralibéral façon Reagan dans les années 80, ce n'est plus le Parti républicain très fortement ancré derrière un président born again, comme avec Bush fils, et assez interventionniste dans les affaires internationales, notamment à cause du 11 septembre, comme c'était le cas dans les années 2000, on a affaire à quelque chose d'autre, une espèce d'OVNI, un objet politique non identifié. N'empêche que, et tu as bien fait de le rappeler, ça fait des voix. Et il est incroyable, et je me suis bien sûr trompé avec tous les observateurs. C'est-à-dire que moi, je pensais que les outrances populistes, les outrances nationalistes, et puis, de façon plus générale, la grossièreté et, à la fin des fins, les mensonges. Le système, ce n'est même pas des mensonges, c'est le système mensonger. Il faut lire l'excellente chronique hebdomadaire d'Alain Frachon dans Le Monde, datée d'hier, enfin, pour prendre toute la mesure du mensonge établi comme système en réalité, et notamment comme système de pouvoir, et pas seulement comme système sémantique. Bref, tout cela, ça va conforter des gens qui sont déjà au pouvoir, notamment parfois à la tête de ce qu'on appelle les démocratures ou les démocraties, comment on appelle ça Merci, je cherchais le mot. Mais être conforté, c'est une chose. Prendre cela pour modèle, j'allais dire neuf, non, parce que c'est pas neuf. Le populisme, c'est vraiment pas neuf, et on va pas remonter aux années 30 parce qu'évidemment les caractéristiques sont très très différentes. Et puis les institutions américaines sont suffisamment solides pour que Trump, même s'il l'avait voulu, n'ait pas pu bâtir une dictature. Donc de ce point de vue-là, là aussi, sachons raison garder. Mais je pense que c'est un mauvais signal envoyé effectivement, et là-dessus je te rejoins quand même, malgré tout, aux vrais démocrates.
C'est-à-dire que, encore une fois, les autres, ils sont confortés ou ils ricanent en disant écoutez, arrêtez de nous contester, regardez ce qui se passe avec M. Trump. Et il a augmenté son nombre de voix. Et d'ailleurs, le Sénat reste républicain et il a même gagné des représentants à la Chambre. Bon. Mais donc, cessez de nous contester. Mais les vrais démocrates, oui, qui n'érigent pas en système le mensonge, l'outrance et l'insulte, ils sont. Donc nous sommes gênés. Nous sommes gênés par ça. Moi, je suis profondément gêné par ça parce que ça signifie bien que les électeurs, une partie importante des électeurs américains, plus nombreux encore qu'avant ces 4 années d'outrance et de mensonge, plus nombreux encore, ont décidé que c'est ce qu'ils voulaient et que c'était le meilleur candidat. Alors, pour être honnête, je ne suis pas certain que Joe Biden ait été un candidat extrêmement fort. C'est pas Barack Obama, bon, d'accord. Mais en même temps, donc ça, je pense que ça a servi aussi quand même Trump. Mais malgré tout, le Parti républicain sort renforcé de cette élection. Je voudrais citer simplement Brecht qui disait on ne dissout pas le peuple. On peut dissoudre une assemblée, on ne dissout pas le peuple. Donc une partie du peuple américain, même si Biden va vraisemblablement l'emporter avec 2-3 millions de voix d'avance, comme d'ailleurs Mme Clinton il y a 4 ans. Donc le vote populaire au sens, on va dire, français du terme, ne lui est pas acquis. Il a quand même une nouvelle fois perdu, quoi qu'il arrive maintenant d'ailleurs, même s'il était élu. Il aurait quand même aujourd'hui, M. Trump, 2 à 3 millions de voix de moins que son vis-à-vis, que son concurrent, comme il y a 4 ans. Enfin, ça fait quand même beaucoup de monde et on ne dissout pas le peuple. Donc, une partie de l'Amérique a basculé, semble-t-il, assez durablement et surtout de manière très, très revendicatrice. On le voit dans les rues américaines quand même, derrière ce qu'on va appeler le Trumpisme. Donc, oui, effectivement, une forme de national-populisme assez conspirationniste, très, très, très climato-sceptique, ça c'est incontestable, et repliée sur elle-même. Et alors justement, est-ce que c'est possible, est-ce qu'il va pouvoir, donc a priori Biden, ou en tout cas le prochain président des États-Unis, est-ce qu'il va avoir l'autorité suffisante, la crédibilité suffisante pour exercer pleinement son programme, ses idées, sa présidence, à la fois en interne des États-Unis, avec ce que tu viens de dire, d'un peuple qui a basculé quand même de façon pérenne dans autre chose, et au niveau international aussi, où, malgré tout, quand bien même il est élu, il y aura quand même cette idée que, en fait, c'est une victoire en demi-teinte. Est-ce que ça peut avoir, est-ce qu'il y a déjà eu des cas dans l'histoire comme ça de présidents qui ont vu leur crédibilité entachée à cause justement d'une élection très serrée, etc. Alors, c'est une question très centrale. À mon avis, et si ma mémoire est bonne, pas à cause d'une élection contestée. Et au fond, même Bush fils, bon, alors après le 11 septembre a renversé les cartes, mais enfin, qui a été mal élu. Au fond, une fois qu'il a été malgré tout désigné, tout le monde s'est aligné. Enfin, les institutions américaines se sont évidemment alignées par définition. Le peuple américain n'a pas contesté, même ceux qui avaient voté pour Al Gore. Et à l'étranger, tout le monde a considéré qu'il était président. Et bon, alors après, un bon ou un mauvais président, c'est autre chose. Mais non, je ne crois pas. Mais ne serait-ce que parce que justement, ce cas de figure qu'on est en train de voir depuis 3 jours n'a jamais vraiment existé. Après, le vrai problème de Biden, ça sera quoi qu'il arrive, et quelle que soit son autorité, son intelligence, le sérieux avec lequel il travaillera ses dossiers en matière d'affaires étrangères notamment, c'est qu'il n'aura pas la majorité. Il n'aura pas la majorité aux chambres. Le Sénat va vraisemblablement rester républicain. Et tu sais qu'en matière de défense et d'affaires étrangères, le Sénat, c'est l'instrument institutionnel principal. Bon, alors, ça ne veut pas dire que tous les sénateurs républicains voteront contre les initiatives de Biden. On est très souvent, on joue parfois à front renversé, on est à contre-courant. Le cas israélien est extrêmement intéressant. Les premiers ministres israéliens parlent autant aux démocrates qu'aux républicains. On va peut-être en parler. Bon, il y a des transcourants, il y a des thématiques qui transcendent absolument les 2 grands partis. Bon, mais enfin, sur l'essentiel, Biden n'aura pas la majorité, il sera obligé de composer. Et c'est vrai aussi avec la Chambre des représentants qui, même si elle est majoritairement démocrate, va l'être manifestement moins qu'il y a quelques semaines et quelques mois et quelques années. Donc je pense que c'est surtout ça en fait le problème. C'est que, alors ça c'est pas nouveau, parce que depuis plusieurs décennies maintenant, on n'a plus vu de président américain
disposant d'une majorité à la fois au Sénat et à la Chambre des représentants pour pouvoir effectuer l'intégralité de son programme, enfin pour pouvoir appliquer plutôt son programme, quand bien même le voudrait-il. Je crois que c'est surtout ça qui risque de lui poser problème. J'ajoute un point important, c'est que en vraisemblable très mauvais perdant, Trump, une fois qu'il aura passé tous ses recours, et si ça ne marche pas, s'il n'est pas élu aujourd'hui, et si ses recours en justice ne fonctionnent pas, il reste président de plein droit, doté de toutes ses prérogatives jusqu'au 20 janvier. Ça, c'est et avec la majorité aux chambres, avec la majorité aux donc il peut très bien savonner la planche de Biden sur un certain nombre de dossiers et rendre encore plus compliqué du coup une annulation ou une réorientation de cette politique. C'est intéressant, je ne l'avais pas du tout en tête, en tout cas on entend assez peu cette idée que quand bien même Biden est élu, il y a cette période-là qui va être effectivement, connaissant Trump, une période qui va pas mettre de côté. Alors n'hésitez pas, je vois que vous êtes assez nombreux sur Facebook, donc il y a encore quelques minutes peut-être avec Frédéric Ancel, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à poser en commentaire du live Facebook, je le regarde en même temps, je transmettrai ces questions, mais moi j'avais effectivement, tu as commencé à en parler, mais de la question de la relation entre les États-Unis et Israël, des conséquences que peuvent avoir cette élection sur la relation entre justement les États-Unis et Israël. Tu es le grand spécialiste de la géopolitique d'Israël. Qu'en penses-tu de cette question-là? Est-ce qu'il va y avoir potentiellement ou il y a déjà des conséquences? Je n'en vois pas pour deux raisons. La première raison, c'est que Biden a déjà dit, affirmé, promis, de toute façon, aurait-il le choix, puisque encore une fois, on a affaire aujourd'hui à un Sénat et d'ailleurs à une Chambre des représentants extrêmement favorable à Israël. Et d'ailleurs, assez particulièrement à Netanyahou. On l'a bien vu à deux reprises, lorsque Netanyahou avait bypassé, en quelque sorte, il y a plusieurs années de cela, le président Obama, quand même. Bon. Et on l'a vu sous Trump. Biden a promis qu'il ne toucherait pas au transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Mais ça, ce serait extrêmement compliqué de toute façon de revenir en arrière. Et puis, fondamentalement, c'est quand même surtout assez symbolique. Le contribuable américain, franchement, il s'en fiche un peu. La reconnaissance du plateau du Golan, les États-Unis, tout le monde s'en fiche. Il n'y a aucune raison pour que Biden revienne dessus pour faire plaisir à qui? À Bachar al-Assad. Bon, c'est pas sérieux. Bon. Donc ça ne bougera pas. Après, le plan Trump, il n'est pas sûr qui, à mon sens, n'est ni fait ni à faire, je l'ai dit à maintes reprises, et qui n'est pas crédible, et qui n'est pas sérieux. Je pense que Biden peut très bien décider de ne pas l'endosser. Mais s'il ne l'endosse pas, s'il ne l'assume pas, il faudra bien qu'il mette quelque chose à la place. On n'imagine pas l'administration américaine dire non mais le plan proposé par le président précédent est vraiment trop mauvais, au revoir. Ça c'est pas imaginable. D'autant moins que Biden et les démocrates, en général quand même, on l'avait vu avec Clinton évidemment, et puis naturellement avec Obama, souhaitent que se remettre sur les rails un vrai processus de paix. Donc retirer un plan qui vaut ce qu'il vaut pour ne rien mettre à la place, je n'y crois pas un seul instant. Et puis j'ajoute un point qui concernerait cette fois davantage Israël, enfin je veux dire, du point de vue politique intérieur. Netanyahou, en vertu de l'accord qu'il a passé suite au dernier scrutin en date, au début de cette année, il n'est plus au pouvoir que pour quelques mois. Pour quelques mois, pour une petite année, quoi. Bon. Après, on ne sait pas ce qui se passera, mais mais ce sera plus Netanyahou. Donc, en principe, soit c'est une autre personnalité du Likoud, mais d'un Likoud sans doute affaibli une fois le départ de Netanyahou, voire de son ex-challenger et ancien chef d'état-major, et en principe futur Premier ministre, mais qui lui provient plutôt du centre du jeu politique israélien, et qui peut-être un jour basculera, en tout cas créera ou recréera une coalition avec Lapid et le centre-gauche. Donc de ce point de vue-là, un Trump qui était complètement rivé et omnubilé sur et par ce que lui disait Netanyahou, et c'était bien son droit, et c'est bien la chance d'ailleurs et le talent de Netanyahou, mais un Biden beaucoup plus sérieux sur les dossiers de fond, peut-être plus rationnel ou rationaliste, mais tout en étant extrêmement favorable à Israël aussi, pourrait très bien considérer que ce serait chouette de s'entendre avec la classe, enfin, avec le pouvoir politique post-Netanyahou. Donc de ce point de vue-là, c'est peut-être même une chance pour Israël et pour les prochains gouvernements israéliens post-Netanyahou. Enfin, dernier point, il y aura vraisemblablement une constante, plusieurs constantes. La guerre commerciale avec la Chine, ça, je crois absolument qu'elle va se maintenir. On est sur quelque chose de très lourd. D'ailleurs, ce n'est pas cette guerre commerciale procède
d'une rivalité systémique. Enfin, Emmanuel Macron l'a dit, mais les Américains le disent depuis très longtemps avec la Chine. Bon, là, on est sur une rivalité très lourde, sur des temps sans doute longs. Ça ne risque pas de changer. Ce qui risque de changer, c'est que Biden ne cassera pas l'OTAN. Trump aurait cassé l'OTAN. J'en suis absolument certain. Biden ne le fera pas. Mais il y a aussi un dernier point, et je reviens sur Israël, c'est l'Iran. Ouais. C'est l'Iran. Joe Biden souhaiterait, du moins c'est ce qu'il a dit, souhaiterait faire revenir les États-Unis dans le fameux accord du 14 juillet 2015 concernant le nucléaire iranien. Pour ce faire, il faudrait quand même passer par le Sénat. Donc, c'est pas du tout, encore une fois, évident qu'il y parvienne. Maintenant, même s'il y parvient, il n'est pas du tout évident qu'en contrepartie, il soit moins proche des alliés pétroliers traditionnels des États-Unis, enfin pétroliers, c'est plus tellement des alliés liés au pétrole d'ailleurs, mais l'Arabie saoudite, l'axe sunnite en quelque sorte, anti-iranien, c'est-à-dire l'Arabie saoudite, les Émirats, Bahreïn et l'Égypte et d'autres États. C'est pas du tout certain. On peut très bien revenir dans cet accord, encore une fois s'il y parvient, et conserver de très bons rapports avec cet axe auquel appartient finalement, par une espèce de faux paradoxe, et je le dis avec le sourire, mais tout à fait sérieusement, auquel appartient Israël. Enfin, Israël est dans cette grande coalition occidentalo-arabo-sunnite, pour faire vraiment très court, face à l'Iran, bon, même si tout ça est un peu poreux, et face à l'axe russo-iranien, on va l'appeler comme ça, mais pour faire encore une fois très très vite. Bon. Je ne vois pas pourquoi, et je te réponds d'un mot, donc, en vertu de tout ça, en fonction de ce qu'il pourra et de ce qu'il voudra faire, les relations se dégraderaient entre Israël et les États-Unis. On a, là aussi, je réemploie mon terme, des tendances lourdes. La grande majorité de la population américaine considère, pour différentes raisons, Israël comme un ami, un allié et indéfectible, et loyal, et auquel on est très attaché. Ah, évidemment, les évangélistes, bon, mais il n'y a pas que. La loyauté et l'efficacité, j'allais dire militaire, dans la région, c'est évidemment, l'Arabie saoudite a essayé, c'était ridicule au Yémen. Donc évidemment, c'est Israël, là aussi. On a indépendamment même de toutes ces questions-là, on a aussi des questions mémorielles, avec le poids très important de la mémoire comment dirais-je, le mémoriel autour de la dimension mémorielle autour de la Shoah qui pèse encore beaucoup aux États-Unis et qui rapproche les deux pays ou les deux sociétés, et de manière beaucoup plus contemporaine et prosaïque sur le plan économique, industriel, technologique, et notamment dans le secteur militaire. Les deux pays aujourd'hui sont très, très, très imbriqués et intriqués. Bon. Et puis il y aurait d'autres raisons aussi qui pourraient expliquer cette très grande proximité entre les deux pays. Je ne vois absolument pas pourquoi un Biden qui d'ailleurs, et j'en conclus avec ta très bonne question, n'est même pas de la gauche du Parti démocrate. Parce qu'on a vu qu'à la gauche du Parti démocrate, il y avait effectivement de jeunes personnalités, souvent des jeunes femmes d'ailleurs, certaines qui étaient d'origine africaine, qui portaient haut les couleurs, au contraire, plutôt enfin, d'un rapprochement ou carrément de la cause palestinienne et qui souhaitaient exercer des pressions, voire des sanctions sur Israël. Biden, lui, fait partie de la droite du Parti travailliste, du Parti démocrate, parce que je pensais à Rabi, du Parti de travail, et derrière Madame Clinton, Monsieur Clinton et beaucoup d'autres. Hein. On oublie, je conclue vraiment, c'est promis, mais on oublie que aux États-Unis, depuis au moins les années 20 et 30 de construction du sionisme et du Yishuv en Palestine, c'est plutôt le Parti démocrate qui a été proche du sionisme et d'Israël. C'est moins le Parti républicain. Le Parti républicain s'y est mis avec Reagan et encore. Ensuite, on a eu Bush père. C'était beaucoup plus difficile. Quant à Bush fils, il était born again. Il était dans une espèce, il était à l'ouest. On était sur une espèce de mysticisme. Très bien, mais enfin, il se fichait fondamentalement d'Israël. Donc, c'est à la lumière de tout cela qu'à mon avis, les relations fondamentalement ne changeront pas. Frédéric Ancel, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup pour cette vision qui nous a beaucoup éclairé. Est-ce que tu peux dire quelque chose pour conclure que tu n'aurais pas eu l'occasion de dire ? Oui, simplement et en toute modestie et en pleine humilité, les 100 mots de la guerre viennent de paraître au PUF, Presse universitaire de France, dans l'excellente collection Que sais-je, toujours très pédagogique, notamment pour nos camarades étudiants. Absolument, je le conseille évidemment. Merci beaucoup. On pourra même mettre le lien peut-être pour le bouquin en commentaire. Je te remercie beaucoup, Frédéric, d'avoir accepté de parler aux étudiants qui ont été nombreux à nous suivre. On se retrouve très vite et à bientôt. À bientôt.